Une serveuse épouse un millionnaire pour son argent. Elle se retrouvait avec un homme qui disposait de millions de dollars. Elle était impatiente de tout dépenser. Mais tout cet argent ne suffit pas à assouvir sa soif de danger. C'était la première fois que j'écrivais à propos d'une affaire de meurtre et que j'étais moi-même terrifiée par la meurtrière. Venue du Texas, une histoire perverse qui met en scène avidité, trahison et meurtre. C'est tout de suite dans Crime en haute société. Steve Beard est l'incarnation du rêve américain. Suite à la vente d'une chaîne de télévision pour plusieurs millions de dollars, il investit dans un centre commercial et se fait construire un domaine dans un des quartiers les plus huppés d'Austin. Le millionnaire de 75 ans à la retraite mène la grande vie en compagnie de sa jeune épouse et de leur fille adorée. Mais une nuit d'octobre 1999, Steve Beard se réveille en sang et souffrant atrocement. À 3h13 du matin, il appelle la police. L'épouse de Steve, Céleste, est endormie dans sa chambre. J'étais le premier policier sur les lieux. À mon arrivée, j'ai frappé à la porte principale sans obtenir de réponse. J'ai fait le tour jusqu'à une petite terrasse où il y avait une porte vitrée et j'ai vu de la lumière à l'intérieur. Je n'ai rien entendu du tout. Je me souviens seulement des gyrophares à l'extérieur. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. À travers la porte vitrée, je pouvais apercevoir Steven Beard allongé dans son lit. Il avait l'air grièvement blessé. J'ai brisé la vitre à l'aide de ma matraque. Lorsqu'on est entré dans la chambre de mon père, il y avait déjà des gens qui s'occupaient de lui. L'épouse de Beard, Céleste, est dans l'entrée. Ses pleurs retentissent dans toute la maison. Céleste criait « Faites qu'il ne meure pas ». Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faites qu'il ne meure pas. Steve est transporté à bord d'un hélicoptère jusqu'à l'hôpital le plus proche. Il est dans un état critique. Après quelques minutes dans la chambre, un collègue et moi-même avons découvert une cartouche de fusil. C'est à ce moment-là que tout a basculé. J'ai décrété que la maison était une scène de crime. Un des policiers m'a demandé si mon père était suicidaire. J'ai dit non, pourquoi? On lui a tiré dessus? Et on m'a répondu oui, mais ne dites rien à votre mère. Tandis que la police tente de trouver l'auteur du crime, la famille de Steven Beard se précipite à l'hôpital. Une chose est sûre, l'histoire de Beard, qui a fait fortune en partant de rien, n'aura pas la fin heureuse qu'il désirait. Steve Beard vient au monde dans une famille pauvre à Dallas. Ambitieux depuis le plus jeune âge, il rêve de devenir médecin. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate et Steve s'engage dans la marine. À son retour, il est engagé dans un grand magasin. C'est là qu'il rencontre Elise Adams. Steve ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il est amoureux. En 1951, il épouse Elise. De cette union naissent 3 enfants. Ma mère était auprès de mon père quand il travaillait pour un maigre salaire de 15 $ par semaine. Elle a traversé les années de vache maigre à ses côtés quand il devait trimer pour joindre les 2 bouts. Steve et sa famille déménagent à Austin où il déniche un poste dans la publicité. Il commence modestement, mais grâce à son intelligence et son travail acharné, il grimpe rapidement les échelons. En 1978, il accède à un poste de cadre supérieur. Mais Steve a d'autres ambitions. Il devient cofondateur de la première chaîne de télévision indépendante d'Austin.
Steve était un véritable bourreau de travail. Quand il travaillait au développement de la chaîne, il avait toujours son emploi à Fort Worth, chez Blair Advertising. Il a fait ça pendant des années. Il était très exigeant. La chaîne KBVO remporte un énorme succès et Steve devient un magnat des médias locaux. Mais en 1993, il est frappé par une tragédie. Après 42 ans de mariage, sa femme Elise meurt d'un cancer. Steve décide alors de vendre la chaîne de télévision au prix de 54 millions de dollars. Il est désormais très riche et célibataire. On est parti en voyage en Europe. Certaines femmes célibataires étaient comme des vautours tournant autour d'une carcasse dans le désert. Lui, il voulait juste qu'on le laisse tranquille. Steve passe de plus en plus de temps au country club d'Austin. C'est là qu'il remarque une serveuse âgée de 32 ans, Céleste Martinez. Il a dit qu'il avait engagé une femme de ménage. C'était Céleste. Peu de temps après, il s'est fait accompagner au Super Bowl par sa femme de ménage. Je me suis dit, oula, elle ne fait plus seulement le ménage. Il y avait cette femme séduisante d'une trentaine d'années qui lui tournait autour. Il habitait seul dans une immense maison, il était à la retraite et s'ennuyait. Et là, il avait trouvé une belle jeune femme pour l'accompagner dans ses voyages et apprécier la cuisine gastronomique et les bons vins. Alors pourquoi pas? Mais la nouvelle compagne de Steve traîne un lourd passé. Elle a divorcé 3 fois et a consommé de la drogue dans le passé. Déménageant de ville en ville, Céleste a laissé ses jumelles en foyer d'accueil à maintes reprises. Mais à présent, elle cherche à s'établir avec un homme. Un homme riche. Mon père était inflexible. Il n'en faisait toujours qu'à sa tête. Il avait toujours été un meneur. J'aurais pu me jeter en bas d'une tour avec une banderole disant « Ne fais pas ça, ça n'aurait absolument rien changé ». Le 18 février 1995, Steve Beard épouse Céleste Martinez. Elle a 32 ans, il en a 70. Selon les conditions du contrat de mariage, Steve remet à Céleste un montant de 500 000 $. Elle recevra 500 000 $ supplémentaires après 3 ans de mariage. Céleste se met immédiatement à dépenser sans compter, dilapidant son demi-million de dollars en 6 mois. Steve adopte également les jumelles de Céleste. Jennifer et Christina emménagent dans un nouveau quartier résidentiel et changent de lycée. Elles s'achètent de nouveaux vêtements et se font de nouveaux amis. C'est la première fois qu'elles habitent avec leur mère dans un environnement stable. Quand on était plus jeunes, Christina et moi, on vivait le plus souvent en foyer d'accueil. Je remercie le ciel de m'avoir fait connaître Steve. Je le considérais comme mon deuxième père. Il était loyal, affectueux, il avait un grand sens de l'humour, un esprit très vif, il était très généreux. C'était l'hôte parfait. Céleste doit croire qu'elle a déniché le gros lot. Une magnifique maison, le country club, plus d'argent de poche que nécessaire. Pour certaines femmes, ça aurait suffi, mais pas pour Céleste. Elle va bientôt faire payer à Steve sa générosité. Steve Beard, millionnaire à la retraite, a épousé une serveuse du country club qu'il fréquente. Mais au bout de 3 ans de mariage, le côté moins sage de Céleste refait surface. Elle mène une vie secrète où elle fait la fête avec plusieurs autres hommes, dont un de ses anciens maris, Jimmy Martinez. Ils organisent ensemble une fête pour le 18e anniversaire de ses jumelles. Steve n'est même pas convié. Elle savait organiser les fêtes, comme le 18e anniversaire de ses filles, par exemple. Ça lui a coûté près de 10 000 $. Il y avait des stripteaseurs, l'alcool était gratuit. Elle était déchaînée. Elle adorait faire la fête et elle était imprévisible. On n'avait jamais rencontré une adulte aussi extravertie. Elle nous parlait de Steve en disant qu'il était vieux et n'arrivait pas à la satisfaire sexuellement, contrairement à Jimmy qui excellait dans ce domaine. Céleste est quelqu'un de peu recommandable. Tout ce qu'elle fait est déplacé. La façon dont elle nous a élevés, Jennifer et moi, c'était n'importe quoi. Les surnoms qu'elle donnait à Steve étaient abominables.
Papa gâteau, gros lard. C'est ce qu'il était à ses yeux. Mais il l'aimait tellement qu'il endurait toutes ses méchancetés. Bientôt, Céleste se met à ajouter un puissant alcool de grain dans les cocktails de Steve. Elle ajoute aussi des somnifères dans sa nourriture pour pouvoir aller faire la fête le soir venu. C'était pénible de voir ce que lui faisait subir Céleste. Je regrette de ne pas être intervenue plus tôt. Enfin, lorsque Steve apprend que Céleste a dépensé plus de 300 000 $ en divertissement et en achats divers, il la met à la porte et menace de divorcer. Il lui avait déjà donné tout ce qu'il avait promis. Alors elle n'obtiendrait rien en cas de divorce. Il vendrait les maisons et elle obtiendrait la moitié. Mais ce qu'elle voulait, ce n'était pas être millionnaire, c'était être multimillionnaire. Céleste voit sa fortune sur le point de partir en fumée. Elle refuse de rester les bras croisés. Usant de tout son charme, elle écrit une lettre à Steve. Lorsque tu m'as appelé ce matin pour demander le divorce, ça m'a pris complètement au dépourvu. J'apprécie tout ce que tu as fait pour nous. Je t'aime de tout mon cœur. La lettre n'a pas l'effet escompté. Tandis que Steve entame la procédure de divorce, Céleste réagit plus violemment. Elle menace de se suicider, portant une arme à sa tempe devant sa fille Christina. Mais l'arme n'est pas chargée. Mince, j'ai des ennuis. Si c'est comme ça, je vais me taillader les poignets. Non, je vais me tirer une balle dans la tête. Ah zut, je ne sais pas charger une arme. C'était de la comédie, mais Steve a marché. Les gens de la génération de Steve tentent d'éviter le divorce autant que possible. Ils considèrent le mariage comme étant sacré. Je crois que ça a joué dans sa décision. Au début du printemps de 1999, Steve fait interner Céleste dans un hôpital psychiatrique. À 1 200 $ la journée, Timberlawn est un établissement de luxe que seuls les plus nantis peuvent payer. Quelques jours plus tard, Céleste rencontre une femme qui va changer sa vie à jamais, Tracy Tarleton. Tracy Tarleton souffrait de troubles bipolaires et était régulièrement internée au service psychiatrique. Sa mère avait gravement abusé d'elle. Elle avait grandi dans une famille texane à problème, ravagée par l'alcool, quoique florissante financièrement. Tracy a étudié à l'Université du Texas et géré une librairie à Austin. De prime abord, Tracy et Céleste semblent avoir peu de choses en commun, mais Céleste plaît tout de suite à Tracy. Tracy cherchait désespérément l'amour depuis l'âge de 10 ans. Elle a cru qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait. Les deux femmes perturbées se rapprochent de plus en plus. Après un mois à Timberlawn, elle rentre chez elle, mais reste en contact. Céleste retourne à la résidence de Steve à Toro Canyon. Au début, Steve accueille Tracy comme l'amie de sa femme. Mais les jumelles ainsi que leurs amis comprennent tout de suite que Tracy et Céleste entretiennent une liaison. On savait qu'elles étaient plus qu'amies. Mais il ne faut pas oublier que Céleste avait des aventures avec beaucoup de gens. Toutes les 2 ou 3 semaines, elle débarquait avec quelqu'un d'autre. C'était évident quand elles étaient ensemble. On voyait à leur façon de se toucher et de se sourire que ce n'était pas une relation platonique. Les deux femmes passent toute leur journée ensemble. L'obsession que Tracy nourrit envers Céleste semble croître de jour en jour. On percevait des changements dans l'attitude de Tracy envers Céleste. Dans sa façon de se vêtir, de porter des chemisiers roses, de se faire des manucures, de se faire teindre les cheveux. Avant ça, Tracy avait toujours été un garçon manqué, toujours. L'ambiance à Toro Canyon devient délétère. Afin de renforcer le lien qui l'unit à Tracy, Céleste lui confie que Steve la maltraite. Pendant ce temps, Steve se fait de plus en plus de soucis au sujet de cette relation et tente de dissuader Céleste. Mais celle-ci l'ignore. Lorsque les jumelles terminent le lycée, Céleste invite Tracy à la cérémonie. Plus tard dans la soirée, une fête est organisée chez Jimmy Martinez à cette occasion. Là encore, Steve n'est pas invité. Tracy est ivre.
Jimmy et Céleste la renvoient chez elle lorsqu'elle prend trop de liberté avec Céleste. La relation entre Céleste, Tracy et Steve est vouée à la catastrophe. Il semble que toutes les parties concernées soient dans le déni. Ce n'est qu'une question de temps. 5 semaines plus tard, la catastrophe a lieu. Dans l'espoir de séparer les deux femmes, Steve décide d'emmener Céleste en vacances en Europe. Ce jour-là, Céleste, Christina et Steve font leur bagage à la maison. Jennifer est sortie avec des amis. Céleste semblait particulièrement étrange ce soir-là. Elle n'arrêtait pas de nous téléphoner. Chris, Jennifer et moi, on en a discuté. On a bien senti que quelque chose n'allait pas. Qu'il allait se produire quelque chose, mais on ne savait pas quoi. À 3 heures du matin, quelqu'un fait intrusion dans le jardin du 3900 Toro Canyon Road. Il contourne la piscine et se dirige vers la maison. L'intrus traverse la terrasse, ouvre la porte vitrée et pénètre dans la chambre de Steve. Puis il pointe son arme sur Steve et tire. Steve Beard est emmené d'urgence à l'hôpital. Christina reste à la maison afin d'annoncer la nouvelle à sa sœur. Ça a été un appel pénible. Je me rappelle que Jennifer s'est tout de suite mise à pleurer. On paniquait. On ne comprenait pas parce que on ne savait que des bribes de l'histoire. Pendant 20 minutes, tout ce qu'on m'a dit, c'est que Steve avait été emmené à l'hôpital et qu'il y avait beaucoup de sang. L'intrus a disparu depuis longtemps. Mais celui qui a tenté de tuer Steve Beard a commis une grave erreur. Comme la police le découvrira bientôt, une preuve essentielle a été laissée sur les lieux. Au lieu de jouir des fruits de son dur labeur et de profiter de sa retraite bien méritée, Steve Beard, le magnat de la télévision texane, est hospitalisé. On lui a tiré dans l'estomac avec un fusil. À l'hôpital, les enquêteurs posent des questions et vérifient si Céleste et ses filles ont de la poudre à canon sur les mains. Les policiers nous ont demandé si on connaissait qui que ce soit qui en voudrait à Steve. Comme un associé ou quelqu'un qui ne l'aimait pas. On savait bien que oui. J'ai donc mentionné Tracy Tarleton. Je crois qu'elle était obsédée par Céleste. C'était évident qu'elle voulait que Steve disparaisse. Lors des conversations qu'on a eues avec les personnes présentes à l'hôpital, le nom de Tracy Tarleton est revenu à plusieurs reprises. Mais personne ne voulait que Mme Beard apprenne ce qu'il m'avait confié. Tandis que les proches de Steve participent à son rétablissement, les enquêteurs se tournent vers la maîtresse de Céleste, Tracy Tarleton. Ils se rendent chez elle pour l'interroger. On a demandé à Mademoiselle Tarleton si elle possédait un fusil. Elle a dit oui, et je lui ai demandé s'il était possible de le voir. Elle a réfléchi quelques instants, puis elle a accepté. Elle nous a remis un fusil Franchi de calibre 20. Son nom était gravé dessus. Je l'ai interrogée pendant environ 1 heure. Elle a affirmé entretenir une liaison lesbienne avec Céleste. La police analyse le fusil de Tracy et établit que la cartouche trouvée sur les lieux du crime lui correspond bien. 6 jours plus tard, Tracy Tarleton est arrêtée pour tentative d'assassinat sur Steve Beard. À Austin, l'affaire fait la une des journaux. On pourrait croire que Céleste est désemparée. La police arrête son ami pour avoir tenté d'assassiner son mari. Celui-ci est à l'hôpital avec un trou béant dans le ventre. Alors que fait-elle? Du shopping. Elle est allée s'acheter un bijou d'une valeur de 80 000 $. Elle vérifiait son compte bancaire pour voir si son versement mensuel de 10 000 $ avait été effectué. Si c'était le cas, elle allait tout droit au casino de Lake Charles, en Louisiane. Malgré tout, Steve affirme toujours aimer sa femme. Il modifie son testament afin de lui léguer une part d'héritage encore plus importante. Mais ce sera son dernier cadeau à Céleste.
4 mois de rétablissement, l'état de santé de Steve Beard s'aggrave brutalement. Le 22 janvier 2000, il meurt d'une infection pulmonaire. À sa mort, Steve vaut plus de 10 millions de dollars. Céleste est en passe d'obtenir des avoirs et des biens immobiliers s'élevant à 6,5 millions de dollars. Les 5 enfants de Steve doivent se diviser le reste. Steve Beard est inhumé à côté de sa première femme. Mais ce qui trouble encore plus Céleste, c'est que la banque gèle son héritage. Après la mort de Steve, elle s'est retrouvée à court d'argent, parce que la banque a refusé de lui donner assez. Elle lui a remis des sommes énormes, comme 20, 30, 40 000 dollars, mais ce n'était pas suffisant. Ayant besoin d'argent, Céleste trouve la solution en faisant travailler ses filles. Elle avait d'énormes quantités de vêtements qu'elle n'avait jamais portés. Elle n'avait même pas pris la peine d'enlever les étiquettes. Des vêtements relativement récents. Elle nous a ordonné à Jennifer et moi de remplir une voiture de tous ces vêtements et de les rapporter afin de se faire rembourser. Les boutiques ont refusé de lui remettre de l'argent comptant, mais elles lui ont accordé un crédit de 25 000 dollars. C'était incroyable. C'était la chose la plus ridicule que j'avais jamais vue. On n'a pas fait ça que dans une seule boutique. On est allé dans 4 ou 5 magasins connus. J'avais vraiment honte, mais Céleste nous avait ordonné de le faire. Alors, on a obéi. Si elle avait sincèrement aimé Christina, elle ne lui aurait pas demandé de faire des choses pareilles. Elle ne la traitait pas comme sa fille, ou même comme une personne normale. Elle s'en servait comme d'une assistante. On l'appelait maman très chère. Mais elle ne le savait pas. Pour Céleste, l'argent et la chance se font de plus en plus rares. Elle a manipulé ses filles et feu son mari. Mais on va bientôt lui rendre la monnaie de sa pièce. Steve Beard est mort et Tracy Tarleton, accusée de tentative de meurtre, est libérée sous caution. Mais la police n'est toujours pas satisfaite. Céleste est soupçonnée d'être impliquée dans le meurtre de son époux. La police sur le dos et à court d'argent, Céleste s'angoisse. Lorsqu'elle entend aux informations qu'elle est impliquée dans le meurtre, elle craque. On a entendu aux informations qu'on soupçonnait son implication dans le meurtre de Steve. Elle a complètement perdu la tête. Elle nous a demandé si on était prêt à commettre un suicide collectif. C'est là que je me suis dit que cette femme était complètement cinglée. Céleste retourne de son propre chef dans un établissement psychiatrique. A-t-elle compris qu'elle ne se maîtrise plus? Apparemment pas. On ne savait jamais à quoi s'attendre avec elle. Elle aurait aussi bien pu plonger un sèche-cheveux dans son bain, tenter de s'ouvrir les veines, ou même sauter hors d'une voiture en marche. C'était vraiment terrifiant. Au bout de quelques semaines à Timberlawn, Céleste appelle Christina et lui demande de venir la chercher. Mais Christina a peur et refuse d'y aller. Elle est devenue très méchante. Elle m'a prévenu que si je n'allais pas la chercher, je le regretterais. Mais Jennifer, la sœur de Christina, accepte d'aller chercher Céleste. Elle s'y rend en compagnie de son petit ami de l'époque, Chris 12. Ce soir-là, les jumelles vont voir le côté obscur de leur mère et leur vie va être changée à jamais. Elle est entrée dans l'ascenseur en nous pressant de partir. On avait ses valises et on a couru jusqu'à la voiture. Céleste téléphone ensuite à Christina qui est toujours à la maison. Christina enregistre la conversation à son insu en utilisant le répondeur. Christina, what are you saying by deliberately disobeying me? Huh? What don't you know? Because I'm a work person and my father, he molested me. Is that what you don't know? Huh? Because I've been that cruel to you? No. Then why don't you say that I hurt you worse than my dad hurt me? Because you did. You really understand my dad? You don't have
Lorsqu'elle a raccroché, elle était livide. Puis elle a dit qu'elle avait envie de tuer Christina. Jennifer et moi, on a échangé un regard. On savait qu'il était temps de faire nos valises. On savait qu'on ne retournerait jamais plus à la maison. Après ce trajet en voiture, on savait qu'il n'existait aucune serrure au monde capable de nous protéger d'elle. Suite aux tirades et aux menaces proférées par Céleste, Jennifer et ses amis sont convaincus qu'elle est responsable de la mort de Steve. Mais Christina n'arrive toujours pas à y croire. C'est celle que sa mère réussissait toujours à manipuler. Celle qui aimait sa mère. C'était difficile pour elle. Elle ne savait plus quoi penser. Je savais que je ne pourrais pas tenir tête à Céleste pendant toute ma vie. J'essayais de trouver la force nécessaire pour me détacher d'elle. Je me demandais qui serait Christina sans Céleste. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est dévastateur d'avoir une mère qui, au lieu de vous aimer, prendre soin de vous, vous caresser, vous réconforter et assister à votre mariage, passe son temps à menacer des gens? Il y a eu toute une série d'événements plus effrayants les uns que les autres. Le lendemain, Christina reçoit un autre appel de sa mère qu'elle enregistre également. C'est ce deuxième appel qui a été le point décisif. On était morts de peur. On croyait qu'elle allait tuer ses filles. Ou même nous quatre, on ne savait plus quoi penser. La menace était réelle. C'est la première fois que j'écrivais à propos d'une affaire de meurtre et que j'étais moi-même terrifiée par la meurtrière. Elle était vindicative. Elle avait ordonné le meurtre de son mari, puis elle avait voulu engager quelqu'un pour assassiner Tracy. Ses filles étaient terrorisées. D'ailleurs, elle leur avait interdit de donner leur numéro de téléphone ou leur adresse à quiconque. Il y avait beaucoup de gens qui craignaient Céleste Beard et ce qu'elle ferait. Maintenant que Christina est convaincue de la culpabilité de sa mère, les filles et leurs amis vont voir le procureur et lui font part des enregistrements, des lettres et de leurs soupçons. Je crois qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'on se retourne contre elle. C'est un énorme risque qu'elle a pris. Céleste a manipulé les gens de son entourage pendant très longtemps. Mais désormais, ses filles et l'État du Texas sont à ses trousses. Ses jours de liberté sont comptés. Les procureurs font monter la pression. Et 2 jours avant le début de son procès, Tracy Tarleton conclut un marché. Elle accepte de témoigner contre son ancienne maîtresse. J'ai demandé à quelqu'un pourquoi Tracy s'était retournée contre Céleste. Je croyais que c'était parce qu'elle allait être emprisonnée à vie, ou peut-être même être condamnée à mort. Mais on m'a dit que c'est parce qu'elle s'était enfin rendue compte que Céleste ne l'aimait pas. Le 28 mars 2002, Céleste Beard est arrêtée et accusée de meurtre. Toutes les preuves sont contre elle. Mais elle jouit de 2 atouts. Son habileté à manipuler ses proches et l'argent que lui a légué son défunt mari. Au début de l'année 2003, les yeux de tous les habitants d'Austin au Texas se tournent vers un seul endroit, le tribunal, où le procès de Céleste Beard, accusée d'avoir assassiné son mari Steve, est sur le point de commencer. Celeste told people that she couldn't wait for him to die, and the evidence will show that she did not wait. L'avocat de Céleste, Dick Deguerin, est célèbre pour avoir représenté des clients tels que Robert Durst et la secte des Davidiens. Dick Deguerin est originaire du Texas. Ses états de service sont impressionnants, tout comme ses honoraires. Mais Céleste peut se le permettre. Elle a accès à la fortune de Steve Beard. Elle dépense l'argent de Steve en frais d'avocat pour se défendre d'avoir ordonné sa mort. L'accusation affirme que Céleste a manipulé sa maîtresse, Tracy Tarleton, pour qu'elle tue son mari.
Mais selon De Guerin, Tracy aurait tenté de tuer Steve pour des raisons personnelles. Undirected, uncommanded, on her own, Tracy Tarleton entered Stephen Beard's bedroom with a 20-gauge shotgun loaded with birdshot. Financés par la fortune de Steve, les avocats de Céleste dépensent 500 000 $ pour sa défense. Ils vont jusqu'à appeler 45 experts pour témoigner dans tous les domaines, des finances à la santé mentale. To be a bipolar disorder that was sometimes of psychotic proportions. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'arrivée de Céleste. À son entrée dans la salle d'audience, tout le monde a le souffle coupé. Elle est vêtue sobrement et a un plâtre à la jambe dont elle n'explique même pas la cause. Quand je l'ai aperçue, j'ai cru que c'était une des avocates. Lorsqu'on s'imagine quelqu'un qui a commis ce type de crime, on ne s'attend vraiment pas à voir une femme à l'apparence un peu guindée. Ça ne concordait pas du tout. Elle est charmante. C'est comme ça qu'elle embobine tout le monde. Elle zézait légèrement, elle semble douce. Pendant le procès, elle est restée assise bien convenablement avec ses mains sous la table. Mais tandis que le procès suivait son cours, on a remarqué que son attitude n'était pas toujours la même. Son caractère changeait, comme ça. Même si Céleste n'est pas appelée à la barre, les procureurs passent un enregistrement de sa déposition afin de mettre en doute sa crédibilité. Because I have lost my entire family in less than 6 months. Did you ask her if she shot Stephen Beard? Mais quand Tracy Tarleton est appelée à la barre, sa version des faits est considérablement différente. Did there ever develop any kind of relationship between y'all that was more than just a platonic friendship? Yes, it did. She followed me into my room one day and we ended up kissing. Did it ever progress to orgasm? Yes. Our relationship was, we felt like it was serious. I felt like, I loved her and I believed that she loved me. She spent a lot of time letting me know that she did. Tracy surprend l'auditoire lorsqu'elle affirme que Céleste a tenté de tuer Steve à maintes reprises. He drank vodka, but she would pour out the vodka and pour in Everclear. She also would crush up sleeping pills and put them in his drinks. She said that, sooner or later, he's going to kill him. She had asked me to order a book for her called The Poisoner's Handbook because she wanted to cook up a batch of botulism and poison him with it. On ne s'est pas trop attardé sur le témoignage de Tracy. Quand elle a parlé de cette histoire de botulisme, ça a miné toute sa crédibilité. Je me suis dit que cette femme nous racontait des salades. Les procureurs vont ensuite au cœur de l'affaire. Ils montrent comment Céleste a manipulé Tracy pour qu'elle tue Steve. What did you say about her suggestion that she shoot Steve Beard? I said, I don't want to do this. She said, there's nothing left. I might as well just take it right now and shoot myself. And I said, fine, let's go. I'll do it. I thought about her and all of the torment and terror that I thought she'd been experiencing all these months. And so by the time I got to the bedroom, I couldn't stop and I couldn't look and I couldn't do anything but pull the trigger in. Show us how you shot him. I walked down to the end of the bed and I saw him and I pulled up and I shot him. Tracy souffrait de maladie mentale. Elle avait des problèmes de drogue et d'alcool. Vu sa vie et la façon dont elle avait été maltraitée, ça en faisait la parfaite victime à piéger. I started feeling a kindredness with Steve Beard. We had both been used by the same woman to get his money. The real reason you're testifying is because you got a sweetheart deal, 20 years, of which you'll probably only have to serve 10. Isn't that right? That's not the primary reason I'm testifying. Malgré la gravité des accusations, les audiences ressemblent à une foire. Avec près de 500 pièces à conviction, des centaines d'objections et plus de 100 témoins, le procès est loin de représenter le côté majestueux de la loi.
Je ne m'attendais pas à voir du silence et des ombres, 12 hommes en colère, ni même Chicago. Je dois donc avouer que j'ai été surpris que tout ça tourne au spectacle. Les avocats de Céleste tentent de la défendre en accusant ses filles d'avoir cherché à s'enrichir. And you didn't like Steve, did you? That's not true. Steve didn't like you either, did he? He did too like me. Didn't you contact a lawyer about becoming your mom's guardian, taking over completely? That's correct. You're planning, if your mom gets convicted, to file another lawsuit so you can get your share of Steve's estate. No. You bought a Jeep. Correct. You had a Cadillac and your sister had a Cadillac, but you bought a Jeep too. Correct. Franchement, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse croire que des gamines de 19 ans, parce qu'on était encore des gamines, soient capables de mettre sur pied la combine qu'ils croyaient qu'on avait élaborée. Des guérines semblaient inventer toutes sortes de preuves bidons. Je savais qu'ils allaient faire ça, mais ça m'a tout de même mise en colère. C'était faux et injuste. Et franchement, si c'était les jumelles qui avaient payé Dick de Guérin 500 000 $ pour les représenter, c'est Celeste Beard qui l'aurait accusé d'être le diable, pas ses filles. L'accusation passe ensuite la conversation enregistrée par Christina et démontrant la rage meurtrière de sa mère. Quand on écoute ces enregistrements, c'est comme si on arrivait à voir son âme à nu, à l'état brut. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'aimerais ajouter que notre rôle n'était pas de juger pour savoir si c'était quelqu'un de bon ou de mauvais, mais seulement pour savoir si elle était coupable de meurtre. Je ne m'en ferai pas une amie personnelle, mais tout ça ne fait pas d'elle une meurtrière pour autant. Presque toutes les preuves sont indirectes. Les jumelles ont en effet tout à gagner financièrement si Céleste est déclarée coupable. Et Tracy est loin d'être le témoin idéal. Malheureusement pour les procureurs, l'affaire est loin d'être dans la poche. When you're rich, like Celeste Beard, you can buy a lot of things. You can buy a lot of friends, you can buy a lot of lawyers, and you can buy a lot of witnesses. Folks, if you say that Celeste Beard is not guilty with all of this evidence, then you're going to tell her that her money can't buy anything. His symptoms that we went through for 4 weeks does not prove Celeste is a killer or wanted her husband dead or did anything to do it. The only evidence they have is Tracy Tarleton, and Tracy Tarleton can't be believed. She can't be believed because she has such a stake in it, but not only because of that, but because she's a crazy woman. Celeste is not guilty. Pull lines, please. Après 4 semaines d'audience et 23 heures de délibération, le jury va prononcer son verdict dans le procès de Celeste Beard pour meurtre. Before we bring the jury out, if there's anyone in the courtroom who feels that they may have an emotional outburst, I would ask that you please leave the courtroom at this time. Ms. Johnson? Yeah. Sincèrement, ça faisait 3 ans qu'on attendait ce moment. Je me sentais fragile nerveusement. C'était impossible de savoir ce que 12 inconnus allaient décider. State versus Celeste Johnson. Verdict of the jury. Verdict form 1, capital murder. Will the jury find the defendant, Celeste Johnson, guilty of the offense of capital murder? J'ai été submergée par une vague d'émotions. Je ne m'attendais pas à ce que ça m'affecte à ce point. Mais quoi qu'il arrive, on était perdantes. C'est notre mère et elle allait passer le reste de sa vie en prison. Personnellement, j'ai été soulagée de voir que les 12 jurés aient cru en notre version des faits. Mais j'ai aussi éprouvé de la tristesse. Parce qu'en dépit de tout, il y a des moments où j'ai pitié pour elle. J'ai l'impression d'avoir failli à mon devoir. Celeste Beard est condamnée à 2 peines de 40 ans de prison consécutives et à une amende de $10 000. We believe sincerely in Celeste's innocence. How do you feel? It's sad to say it, but
I have to thank Tracy Carlton, too. I mean, she shot my father, but when her, she got me to here. Tout ce que Céleste faisait, c'était pour son propre intérêt. Pas l'intérêt de son cœur ou de son âme, mais un intérêt matériel, financier. Quelqu'un avait parlé un jour d'une personne qui n'avait pas d'âme, et ma mère avait répondu que tout le monde en avait une. Dans le cas de Céleste Beard, on doute presque qu'elle ait une âme. Les jumelles continuent d'affirmer qu'il n'était aucunement question d'argent, mais de justice, et de clore un chapitre de leur vie marqué par la peur. Au Texas, après le verdict, les proches de la victime ont la permission de s'adresser au coupable. Christina approche de la barre et regarde sa mère dans les yeux. What did I ever do to you? Self-love you. And this is how you treated us like trash. You say we turned on you? But you turned on us. You turned on the whole Beard family. He let you into his home, loved you, honored, obeyed you. And you violated him and murdered him. You are guilty. Shame on you. Céleste aura 80 ans avant de pouvoir aspirer à la libération conditionnelle. Elle continue de nier toute implication dans la mort de Steve et elle n'a pas pardonné à ses filles. Elle fait alors une dernière tentative désespérée pour obtenir l'argent de Steve. Elle envoie au dépositaire de sa succession une lettre demandant que son allocation mensuelle de 12 000 $ soit rétablie et que 500 000 $ soient mis à sa disposition pour son appel. Sa demande est refusée. Elle était fichue et elle le savait. Et même si Steve s'était rétabli, elle savait qu'elle pouvait faire une croix sur sa poule aux œufs d'or, parce qu'elle n'était plus tout jeune. Le plus terrible, c'est que si j'avais lu dans son jeu et que j'avais eu la force d'en parler à Steve, il serait peut-être encore parmi nous aujourd'hui. C'est difficile à accepter. Je crois que c'est une histoire qui reflète à la perfection Austin, le Texas et les États-Unis des années 90. Le narcissisme, la gratification immédiate. C'est ce qui est arrivé à Céleste. Elle a trouvé son capital risque, elle a laissé passer sa chance et s'est retrouvée sur la paille. Le pouvoir de persuasion de Céleste et sa défense onéreuse n'ont pas su lui rendre sa liberté. Mais pour les jumelles, la famille de Steve Beard et tous ceux qui ont souffert par sa faute, justice a enfin été rendue. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.